Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live, en matinale avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Martin. Ravi de t'avoir au chalet, comment ça va? Moi aussi. Et toi, pas trop stressé? Je sais pourquoi je dis ça en vrai. Oui, je vous explique, pour vous qui regardez, nous avons une émission ensemble, on va vous parler du programme de la semaine, on va vous parler de Lucky Duck Games, on a la chance de t'avoir ce matin avec nous, des nouveaux jeux qui vont apparaître, il y en a quelques-uns juste à côté de nous, on va les sortir également, on finira avec une petite minute culturelle, t'as réfléchi à quelque chose à partager avec nous? Super. Programme d'émission du lundi matin. Et puis tu me disais que je te disais juste avant de lancer l'émission, il y a un truc moi qui me stresse. Je suis jamais stressé par rien, j'essaye de tout prendre du bon côté. Quand il y a des problèmes, on les résout ensemble. Rien n'est jamais vraiment très très grave. Au contraire, on est dans un domaine de divertissement. Le jeu de société, c'est du divertissement, c'est du plaisir, on le partage ensemble, on partage. Je crois que c'est le maître mot de ces émissions sur un monde de jeu, on partage plein de choses. Il y a un truc qui me stresse un peu, c'est les problèmes techniques. Et hier, l'ordinateur sur lequel on tourne, là, ce matin, ne fonctionnait pas. Et d'un seul coup, il y a eu une mise à jour qui s'est faite hier et l'ordinateur des lives ne marchait plus, il redémarrait tout le temps, donc impossible de faire un live. Donc j'ai essayé plein de trucs. J'ai passé un bon moment l'après-midi hier à essayer de comprendre ce qu'il faut changer. Et puis j'en suis venu à simplement la restauration d'une version précédente. J'ai l'impression... Moi j'étais content, ça marche. Le programme de cette semaine... Alors, dis-moi. Demain, on n'aura pas d'invité en matinale, à moins que tu passes nous dire bonjour, parce que je sais pas. Parce qu'on fait les sorties de la semaine. Demain, on sera avec Rachel et on regardera les jeux qui arrivent, tout simplement. Et ensuite, mercredi, nous avons... Don't Panic Game, si je ne me trompe pas, jeudi, nous serons avec Pénélope pour vous parler des jeux qui arriveront un peu plus tard, qu'on découvrira ensemble. On passera cette matinale sympathique dans laquelle on discute aussi pas mal. J'ai vu des commentaires d'ailleurs sur la dernière matinale de jeudi de personnes qui me disent « elles deviennent bavardes vos émissions et j'ai plus le temps de tout regarder ». Je comprends, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Sur le fond, j'ai pas de reproche à faire là-dessus. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment avoir des contenus qui sont un peu moins bavards, mais dans le temps du live, c'est très agréable de discuter. Clairement. Quand on fait un live, là par contre, on ne va pas se réfréner, c'est plutôt sur la façon de le monter ou peut-être sur les replays, où on réfléchit à faire une version condensée de toute la semaine, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. C'est un montage aussi. C'est des questions de réflexion, c'est de la coupe surtout. Il y a un petit peu de financement, vous continuez aussi un petit peu le financement participatif? Oui, les gens peuvent nous soutenir, évidemment, ça compte c'est important. Je suis d'accord avec ce genre de commentaires, mais c'est ce qu'on fera jeudi, on discutera aussi de plein de choses en dehors. On prendra du plaisir à discuter ensemble et avec vous, puisque vous êtes présents sur le live. On adore discuter avec vous et lire vos commentaires. C'est ce que j'étais en train de garder par rapport à Merleux. Face au risque de coupure, on va tout faire en accéléré. 45 secondes par jeu, 2 minutes de Lucky Duck et 20 secondes en minute culturelle. Et puis après, si on a le temps, on étoffera. Non, mais je refuse d'avoir des problèmes techniques. Je vous le dis, c'est aussi simple que ça. Je ne veux pas de problèmes techniques. On a dépensé sans compter pour avoir cet ordinateur. Ce nouvel ordinateur pour les lives, il n'a pas de problème, point. Alors là, tu me poses un souci, parce que le dernier qui a dit j'ai dépensé sans compter... Il n'y a pas eu de problème. Non. Il n'y aura pas de problème, il n'y a pas eu de problème, il n'y aura pas de problème. Il s'est fait bouffer. Non, c'est pas lui qui s'est fait bouffer, mais bon. Ok, allez, let's go. Je change mon menu maintenant, c'était le programme de la semaine. Vendredi, je vous ai rien annoncé, parce qu'il n'y aura peut-être rien, on a fait le 1er mai. On n'a pas fait de jour férié, nous, pour le 1er mai. On a fait une super émission, d'ailleurs, que j'ai mis en ligne cette nuit, parce que j'ai été en retard toute la semaine dernière sur la rediffusion des matinales. On a eu 2 jours en moins sur la semaine, entre le 1er mai et lundi, où j'étais à l'inauguration de la boutique, l'usine Game in France. Donc on a rediffusé que cette nuit la matinale, mais elle était super, celle de vendredi dernier. On était avec Adrien Martineau et on a fait ces jeux qu'il a envie de mettre en avant, des jeux qu'il aime beaucoup et sur lesquels, en plus on a fait tout de Days of Wonder, on a revu toute l'historique de Days of Wonder, donc super matinale nostalgique, avec plein de choses à l'intérieur. Je l'ai remise ce matin seulement, donc vous pouvez la découvrir, elle est en ligne. Et quand est-ce que tu nous montres tout ce que tu as vu à l'usine alors je l'ai fait, alors c'est dans la matinale de mardi dernier, alors c'était laquelle mardi dernier, je ne me souviens plus, je pense que c'était sur les sorties de la semaine. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil et découvrir ce qu'on a fait la semaine dernière, mardi dernier on a fait les sorties, mais on a parlé de l'usine également. Mercredi on avait Banquise, jeudi on était avec Pénélope, et puis donc vendredi avec Adrien Martineau, on a travaillé quand même. Donc ce vendredi, pas sûr qu'il y ait une matinale, nous on sera là, mais je suis pas sûr, peut-être qu'on essaiera de bien finir tout le travail qu'on a en cours. Très joli t-shirt. Comment provoquer une réaction? Et la semaine prochaine, très probablement vacances. On s'est dit, exactement, on fait pas du tout de matinale pendant toute la semaine prochaine. Allez. Donc
profitez bien de ces 4 jours qui viennent, puisque ce sont les 4 jours où vous aurez de l'actualité. J'arriverai vers 14h15 cet après-midi, nous dit Goldust. Ok, on t'attend. On t'attend. Non, c'est chez Arabic One. C'est pour son émission de cet après-midi, j'imagine. Alors, on va vous parler de Lucky Duck Games, on va vous parler des jeux qui arrivent, mais on va parler aussi un petit peu de Lucky Duck Games quand même, parce qu'il y a eu du changement. Ça on a vu plein d'annonces arriver sur les réseaux sociaux, vous avez communiqué dessus. On a appris qu'il y avait des départs également, puisque j'ai vu que Davy avait posté un message nous signalant la fin de son aventure Lucky Duck Games, avec cette petite pointe d'émotion qu'on voit sur les réseaux sociaux, aussi de temps en temps, quand c'est le moment de faire le bilan, de se dire... C'était une belle aventure pour lui, hein. Je parle de Davy évidemment. C'était une très belle aventure et il a contribué aussi. Moi, je lui rends hommage à faire de ce secteur, de notre passion en tout cas, quelque chose d'assez extraordinaire à travers des jeux qui nous ont accompagnés. Lucky Duck Games a tenu une histoire sur la localisation. C'est terminé aussi la localisation, c'est ça? Non, alors comment ça fonctionne? Alors voilà, un des éléments importants qui m'est permis de pouvoir repréciser ici justement, mais c'est normal, peut-être aussi parce que ça avait été tourné de cette façon-là, dans la façon d'écrire le message. Peut-être aussi parce que il faisait suite à un premier message en disant on ferme la boutique en ligne, et donc du coup de façon naturelle on fait A plus B, et boum, on saute à la conclusion. Alors non, on n'arrête pas la localisation. D'ailleurs tu nous en as ramené. Là, on en a ramené. On la diminue. Alors quand je dis on la diminue, c'est qu'effectivement les décisions qui sont posées, les décisions éditoriales, amènent à dire il y a beaucoup d'énergie dépensée, et c'était le modèle Lucky Duck, vraiment là-dessus, il y a rien à regretter ou à dire il y aurait mieux valu faire autrement, il y a qu'à Faucon, pas du tout. C'est juste que avec le rachat, Goliath essaye de rationaliser un petit peu les choses, et en disant voilà, il va y avoir X sorties sur une année, et sur certaines, et c'est normal entre guillemets, puisque vous ciblez le public joueur, les joueurs et les joueuses, vous décidez de faire un print à 2000, 3000 unités. Ça demande une énergie réelle, folle, pour finalement parfois ne serait-ce que ce print-là. Et eux, de leur côté, quand je dis eux, non pas par opposition, mais dans leur réflexion et dans leur niveau de structure qu'il y a, ils disent, est-ce qu'il y aurait moyen de réfléchir les choses autrement? Et en disant, quitte à ce qu'on en fasse moins, mais par contre se dire, ça sera minimum 5000. Donc ça veut dire trouver un jeu localisé qui soit suffisamment et tellement bon, entre guillemets, qu'on puisse se dire, ok, ce sera 5000, et voire même un reprint derrière. D'accord. Et là, forcément, ça change automatiquement la façon de sélectionner, de choisir les jeux qu'on va localiser. Et de fait, oui, il se peut qu'il y en ait moins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Voilà, donc il y en aura effectivement moins, et ils passeront principalement, même si ça c'est un petit peu plus cuisine interne, les jeux, mais Davy l'avait déjà expliqué, les jeux en localisation chez Lucky Duck Games venaient de trois sources différentes. Il y avait les jeux localisés avec des partenaires, on va dire, un petit peu historiques. Oui. Il y avait des jeux localisés qui étaient choisis dans le catalogue de notre agence, entre guillemets, qui s'appelle le GPN. Et puis, il y avait les jeux du studio Lucky Duck Games. Oui. Et donc, c'est donc les jeux du studio restent. Les jeux du studio restent. C'est même un focus qui va être mis dessus. Et les jeux sur le GPN, donc avec les partenaires, il peut y avoir encore des partenariats, mais c'est effectivement ceux qui seront les plus forts, entre guillemets, les jeux qui seront les plus forts, et ça sera ensuite les jeux qui seront par le GPN, qui seront localisés, en tout cas choisis dans le catalogue de la localisation. Et effectivement, de fait, ça fait un petit peu moins, et je peux répondre par exemple d'emblée à la question de Super Nono, est-ce que vous allez continuer l'aventure Earth avec les 2 jeux actuellement en Kickstarter? Il s'avère, en tout cas dans les analyses de données et de retour, que Earth est un jeu qui commence à diminuer, entre guillemets, la notoriété de Earth. Qui était diffusé par quel Inside, non? C'est ça le studio Inside oui. Je sais plus. Dans l'éditeur d'origine. Inside... Attends, il manque Inside Up. Ouais. Merci. Voilà. Et donc, du coup, dans la lignée, la logique, dans ce qui suit ce que je viens de dire, effectivement, on va faire Règne Animal, donc qui va être la prochaine extension localisée. Ouais.
mais règne animal, d'ores et déjà, c'est moins de 5000 unités produites. Et donc, forcément, maintenant, avec ces nouvelles règles, ça veut dire que, non, on arrête ensuite, on arrête de traduire la suite de Hearth. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas en français, parce qu'une fois encore, le maillage jeu de société est fait de telle sorte que ce que l'un laisse... Oui, d'autres le prennent, forcément. Le marché a horreur du vide de manière générale. Quand on se dit... C'est d'où la fameuse discussion qu'il y a souvent sur la surproduction qu'on voit en France, où on dit les éditeurs faites moins, on n'arrive plus à suivre. Des gens disent ça, et à chaque fois j'ai envie de leur répondre, mais si certains éditeurs font moins, d'autres vont se dire du coup il y a de la place, j'y vais. Le marché a peur du vide, il n'y aura pas de vide, et la surproduction est quelque chose de presque inévitable. Je ne pense pas que des personnes puissent s'organiser entre concurrents. C'est ça, et j'irais même presque plus loin. Mais là, ça serait sociétal. Je ne l'affirme pas, je ne fais que l'observer. C'est que on pourrait avoir intellectuellement l'envie qu'il y en ait moins, en disant non, j'arrive pas à suivre, moi le premier, et en même temps, qu'est-ce qui fait que je continue d'aller chercher de l'information nouveau ? C'est ce qui sort, c'est la nouveauté. Et donc, de fait, y compris parmi les ludicaires ou parmi d'autres réseaux de distribution, on vient chercher quoi ? La nouveauté, parce que les classiques qui s'installent et qui, alors il faut le dire, c'est un objet commercial, se vendent bien et facilement, en vrai, il n'y en a pas tant que ça par rapport à un volume de sortie. Et donc, du coup, c'est difficile de se dire, est-ce que ça pourrait fonctionner autrement ? Alors, on verra. Oui, on va répondre à vos commentaires pour ceux qui en parlent. On verra bien comment les choses se développent et on le commentera sur la chaîne, évidemment. Rachel disait, c'est le moment de rappeler aux gens d'être bienveillants. Je ne pense pas qu'il y ait une matière à être malveillant sur les annonces qu'il y a eu autour de Lucky Duck Games depuis. Alors, c'est vrai qu'on peut commenter en disant c'est dommage. Vous pouvez dire ça. Il y a des retours. Vous pouvez dire c'est super. Mais est-ce qu'il y a matière à être. Alors, matière, vous avez senti, vous, alors, il y a des retours difficiles. Il y a des retours qui impliquent, mais une fois encore, l'objectif n'est pas d'être dans le jugement. Je ne fais que le constat. Il y a des retours qui impliquent particulièrement Goliath en disant c'est pointer du doigt, etc. Je ne dis pas que ce soit faux. Je dis juste que se mettre dans les chaussures, pour reprendre un peu l'expression anglaise, de la personne qui prend les décisions. Une fois encore, je donne un exemple tout bête qui, moi, me permet d'essayer de prendre du recul par rapport à cette décision-là. C'est-à-dire, si j'étais dans les chaussures, c'est le cas de le dire, de quelqu'un qui doit trouver... Le chiffre est complètement faux, parce que je n'en sais rien. 3,5 millions tous les mois pour payer les salaires, les machins, les trucs muches et tout, je ne prendrais peut-être pas les décisions de la même façon que je les prends actuellement en disant de toute façon, c'est pas moi que ça impacte ou c'est pas les 300, 600 salariés que ça impacte. Donc c'est facile pour moi de dire non, moi j'aurais pas fait comme ça. Oui, mais bon, j'ai pas non plus les mêmes. Donc une fois encore, oui, il y a eu des remises en question parfois fortes et des grosses déceptions. Et des départs, de toute façon. Non, mais c'est ça que je veux dire. Moi, je ne suis pas du tout en train de juger. Simplement, je parle pour les joueurs que nous sommes et ceux qui suivent, qui se disent il y a cette boîte à laquelle je tenais sur une certaine ligne éditoriale qui change de ligne éditoriale. Donc, pour beaucoup, pour certains, peut-être ça ne vous plaît pas, peut-être ça vous plaît, j'en sais rien, mais en tout cas ça crée des réactions. Mais ces réactions-là, une boîte a le droit de changer de ligne éditoriale. Après, pour les personnes en interne, pour les gens qui se sont investis, on comprend le départ de certains, on a cité Davy juste avant, mais on comprend que ceux qui ont fait cette ligne éditoriale peut-être ne s'y retrouvent pas ou peut-être n'ont plus leur place. Mais ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est à nous d'en juger ? Je comprends la communication, nous dit Fleuret, fait le sens derrière, mais on a tous l'impression qu'une partie de l'âme de Lucky Duck est au banc restructuration, adaptation au marché, en mutation, etc. Oui, alors après, la vente, ce qui fait l'âme aussi, c'est les créateurs. Le Lucky Duck Games, la vente, elle date d'il y a un certain nombre d'années maintenant. Ça fait 2 ans maintenant. Donc des changements ont lieu déjà à ce moment-là. Non, alors effectivement, il ne faut pas se mentir. C'est pas non plus, je cherche pas à édulcorer. Oui, effectivement, ça veut dire que derrière, on a une structure qui cherche une rentabilité. Attention, une fois encore, on a vu passer des messages qui sont faux, mais une fois encore, n'ayant pas
tous les tenants et les aboutissants, je peux comprendre pourquoi est-ce que cette conclusion a. Ouais, c'est parce que ils sont dans la merde économiquement, ça va pas bien, et donc du coup, non, c'est pas le cas. Le modèle Lucky Duck Games je parle du modèle Lucky Duck Games France. Une fois encore, on pourrait spécifier encore plus les choses sur la Pologne, États-Unis, etc. Là, non, tu vas nous perdre. Voilà. Donc Lucky Duck Games France, c'est une entité fonctionnelle, bénéficiaire, rentable. Donc du coup, on pourrait se dire, alors quoi ? Pourquoi est-ce qu'on remet en question ? Oui, on remet en question. Une fois encore, il va y avoir des choses qui vont changer. Faire des petits Kickstarter pour dire, voilà, Too Many Bones, ça existera, mais ça peut pas passer en boutique, donc on va le faire pour 1000 pledgers, et puis on en prendra 1000 de plus, parce qu'on se dit qu'il y a moyen de sur la boutique en ligne. Tout ça faisait un écosystème. Et donc oui, il y a un pan de cet écosystème qui est remis en question, parce que un niveau de rentabilité pour une boîte et une fois encore, je suis pas un économiste, de 20 personnes ou de 30 personnes, et encore, Lucky Duck Games France, c'était 7 personnes, faut pas non plus... C'est déjà pas mal. Voilà. C'est peut-être pas la même rentabilité exigée pour une boîte de 600 personnes. Je peux personnellement même le regretter en disant, j'aimerais bien que la société, elle fonctionne autrement. Il n'empêche que, pour le moment, en tout cas, c'est... voilà. Là-dessus, moi, je me permettrais pas d'en juger, parce que peut-être qu'une boîte a besoin d'une grosse boîte comme ça, que chacun de ses salariés puisse générer 2-3 salaires pour les secteurs qui pourraient être déficitaires ou les coups durs ou je ne sais pas quoi. Et donc les critères de rentabilité sont pas les mêmes pour tout le monde. On peut le comprendre. Nous, ce qu'on regarde, c'est les jeux. Ce qu'on regarde, c'est les jeux de société, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui fait battre notre cœur de joueur derrière ça. On a Davy qui vient de se connecter justement. Hey, yes, qui nous dit salut les copains. Salut Davy. Salut Davy, c'est un plaisir de te voir sur le chat. Oui, c'est des changements. Oui. C'est des émotions que ça génère et tout ça, on le commente évidemment. Bien sûr. Ça vous fait parler aussi parce que derrière, il y a plein de jeux qu'on aime beaucoup. Un Dune, par exemple, il sera toujours distribué, il reste chez... Alors, il reste pour le moment. Pour le moment. Il reste pour le moment. Et là, une fois encore, c'est sans aller trop dans le détail. En fait, c'est surtout que je suis en train de réfléchir dans ma tête à qu'est-ce que j'ai le droit de dire et qu'est-ce que je sais correctement et tout. Mais non. Puis, alors là, pour le coup, zut. Une fois encore, il faut se rendre compte d'une chose. Quand tu localises un jeu, ça veut dire que tu vas voir quelqu'un qui a ce jeu, avec qui tu rentres en négociation, et donc il y a les royalties. En disant, je le prends à telle ou telle condition, il faut que toi tu aies X pourcentage, est-ce que ça te va ? Oui, non, oui. Si j'en vends moins de temps par an, tu as le droit de dire, ça me suffit pas, je le récupère. Tout ça est contractualisé. Si on veut traduire le message, il y a des histoires de licence, vous avez les droits d'une jusqu'à un certain temps, et jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain niveau, et jusqu'à un certain niveau de royalties. C'est-à-dire que si l'éditeur original il y a des contrats. Ça marche super bien, je veux gagner plus, nous on fait mais alors nous ça devient même plus rentable. C'est-à-dire qu'on peut des fois vendre un jeu pour pouvoir continuer de maintenir le prix, vu que les royalties ont augmenté, en fait, c'est la marge qui est rognée, voire même qui... Donc, il y a des tas de questions comme ça. Il faudrait que pour chaque jeu, pour que les gens puissent le comprendre réellement, joueurs et joueuses, il faudrait que pour chaque jeu, on puisse vraiment, tu vois, donner toute cette petite proportion cuisine pour comprendre pourquoi des fois certaines décisions sont prises. Et je sais que c'est pas toujours évident. C'est très compliqué à comprendre et effectivement, quand on suit quelque chose, on a envie de voir des suites, on a envie que les choses soient claires et simples, mais vous n'avez pas accès au contrat quand vous achetez un jeu, vous ne savez pas dans quelles conditions le jeu appartient à un éditeur, combien de temps il restera chez lui. On a vu des changements. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais un jeu comme Double, par exemple, qui a été un énorme succès, peut-être moins aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler de Double. C'est un jeu qui a un fer de lance d'Asmodée. C'était chez Yellow au début, par exemple. C'est un cas de figure. C'est un jeu qui a changé d'éditeur. Tout à fait. Sans que... C'est juste une histoire avec des discussions. Des histoires de contrats très complexes. Je pense qu'il y aurait matière à en faire des émissions complètes sur l'itinéraire d'un jeu comme celui-ci. On l'a vu sur d'autres jeux. Tiens, un petit jeu comme... Paquet Chips, tu te souviens de ce petit jeu-là qui est une création de Théo Rivière et Mathieu Aubert qui appartient, alors c'est très rigolo, c'est un jeu qui appartient à Mixlore, l'éditeur d'origine de ce jeu-là. Mixlore, il est dans la galaxie Asmodée.
Il n'a pas été édité. Ouais. Il a été édité donc dans la galaxie Asmodée à l'étranger, mais en France, Asmodée ne l'a pas pris au départ. C'est Tribuo qui l'a diffusé. C'est Tribuo qui en a fait le packaging spécifique pour la France. Et gros succès, énorme succès de ce jeu, raz-de-marée chez les ludicaires. Il s'est beaucoup vendu. Ouais. Et là, Asmodée a fait un peu la fine bouche en disant mince, qu'est-ce qu'on a raté sur ce truc-là. Aujourd'hui, le jeu est ressorti chez Asmodée, mais vous êtes certains à avoir été surpris en disant c'est bizarre, ils refont les graphismes, ils ont tout refait parce qu'ils avaient c'était leur droit. C'était leur droit. Quand le contrat s'est terminé avec Tribuo, ils ont dit maintenant on va le reprendre. Ouais. Mais ils ne peuvent pas reprendre les. Donc il y a des mouvements qu'on ne comprend pas, qui sont très surprenants pour tout le monde, mais qui sont des histoires de contrats. Il y en a plein. Mais après, c'est passionnant. Moi, je sais que je continue d'investiguer, d'essayer de comprendre à travers les différents postes que j'ai occupés et que j'occupe pour voir un peu comment ça fonctionne. Autre petit exemple auquel on ne se doute même pas. L'éditeur du jeu que tu localises dit « je garde la production ». Donc, il a son calendrier de production dans ses usines de production, au prix de ses usines de production. Eh bien, entre ça et je signe la localisation et tu me donnes le droit de produire où je veux, eh ben ça peut donner une différence de prix vraiment réelle et de calendrier. On évite des ruptures de stock parce qu'on n'attend pas automatiquement tel autre qui n'a pas fini ses fichiers de localisation. Bref, donc pour un micro, alors c'est pas un micro justement, mais pour un détail, en fait il se passe des choses par voie de conséquence sur le marché ou sur la vie ou sur le prix du jeu ou même sa rentabilité puisque c'est un jeu qu'on vend, dont on ne se doute même pas si on ne le raconte jamais. Alors effectivement on peut pas être transparent à chaque fois, mais voilà. Et pour répondre à Geeklet, oui, bien sûr, le fait de faire ce resserrage, eh ben, il y a des relations avec des partenaires, y compris des partenaires historiques, qui n'ont pas forcément été... Mais comme tu le disais, c'est normal, ça se discute, ça provoque des émotions. On a un partenaire qui travaille avec Lucky Duck, finalement il travaille avec maintenant Goliath qui est plus grand, qui a d'autres conditions et tout. Bah, il fait, écoute, non, ça m'intéresse plus. Oui, puis et c'est normal. Donc en fait, il y a là tout de suite ce qu'on observe, c'est des changements, et merci pour ta transparence pour nous expliquer ces changements qui ont lieu donc chez Lucky Duck, avec forcément des jeux qui pour certains vont changer d'éditeur, c'est ce qui va arriver. Pour nous joueurs, la question se pose aussi. Effectivement, on a un changement d'identité qui va avoir lieu, qui a lieu, qui sera progressif et qui prendra du temps. Pour nous joueurs, on a aussi envie de dire ça, rassurez-vous. L'ouverture de ce marché-là, ça crée aussi des appétences, des envies, des discussions, et les cartes sont rebattues, comme entre deux tours d'un jeu de pli. On rebat les cartes, mais elles sont redistribuées. C'est le jeu. Elles sont redistribuées, donc tous ces jeux-là auxquels vous êtes attachés vont être disponibles sur le marché français, disons-le comme ça. On a parlé du Trinket Troph que tu nous avais présenté comme une grande nouveauté Lucky Duck. Ça avait fait beaucoup de vues, la petite séquence qu'on avait faite la fois dernière. Finalement, ça ne sera pas chez Lucky Duck, mais ça sera en France, par exemple. Voilà. Et là, une fois encore, si on me tape sur les doigts, mais je m'en fiche. Pour des raisons. Le temps de réponse pour pouvoir dire oui, ok, on y va sur tel chiffre et tout, ne correspondant pas au calendrier, boum, l'opportunité elle est passée. A été passée. Elle est passée. C'était le projet, mais le projet a changé. Voilà. Et ça sera en France, et pour les boutiques et pour les joueurs, c'est pas de changement d'une certaine manière, parce que le jeu, lui, il avait été fait à l'étranger, l'adaptation, donc elle sera faite, elle sera propre. Et il existera. Je crois que c'est le même distributeur, d'ailleurs, et le jeu est très très bon. Oui, normalement. Voilà, donc ça change pas grand-chose pour vous, c'est juste que ça sera pas marqué Lucky Duck dessus, ça sera marqué un autre éditeur, mais Lucky Duck existe toujours, et on va en parler, puisque, notamment, et c'est très important, puisque tous ces jeux-là, qui sont des jeux créés à l'étranger, qui étaient localisés en France, ils sont toujours créés à l'étranger et sans doute toujours localisés en France. Donc là-dessus, on va avoir un suivi pour les joueurs de toute façon. Mais les jeux qui sont créés par Lucky Duck et qui sont votre identité propre, auquel on est attaché, c'est plutôt une Goliath se reconcentre sur cet aspect-là. Donc c'est aussi, est-ce qu'il n'y en aura pas même plus ? Il y en aura certainement un petit peu plus, oui. Alors c'est challengeant, parce qu'on a maintenant un marché du jeu de société dont la maturité n'est pas celui d'il y a 10 ans. Et donc du coup, des joueurs et des joueuses en plus grand nombre, avec des profils de plus en plus différents, mais avec aussi une forme d'exigence quant à ce que procure l'émotion par le jeu. Et donc de fait, je trouve là pour le coup, c'est là Guillaume qui parle, je trouve que ça par contre, ça met un niveau de challenge beaucoup plus fort. Parce que ça veut dire que tu réduis
ton nombre de titres. Donc ça veut dire, et c'est parfaitement compréhensible, ok, on veut que l'énergie dépensée soit axée sur ces titres-là, sauf que pour moi, pour le coup par contre, une fois encore je le redis, je mets de la prudence, mais alors ça veut dire qu'il y a intérêt à ce que chacun des titres sortis, puisque c'est ce qui est voulu dans le modèle économique, soit un purée de carton. Il faut que ça soit purée de bien. On ne se contentera pas d'un moyen. Et de fait, c'est là où tu fais waouh, ben ouais, mais c'est chaud, sauf que moi, j'ai pas de soleil, j'ai pas de boule de cristal, pardon, de Madame Soleil. Quant à savoir comment, le temps que tu développes un jeu, dans 1 an ou dans 1 an et demi, quand le jeu va sortir, c'est ce qui va aller pile poil à ce que veulent les joueurs et les joueuses, ça, il y a des fois. Ouais, je vais le faire un petit peu au doigt mouillé parce que j'ai pas toujours les arguments hyper carrés pour dire oui, assuré, allez-y, signez ce jeu-là, on en fait 10 000 l'année prochaine. D'où, enfin moi en tout cas, pardon, dans mon esprit à moi, comment est-ce que je peux savoir ça, quoi? Oui, la VF de 20 Strong Roncebois à venir sera, puisque ça fait partie des engagements, donc alors ça sera Fier-ce-Bois je crois, mais donc ça va arriver, parce que ça fait partie des engagements qui ont été pris. Par contre, la suite de la suite, là pour le coup il n'y a eu aucun engagement, et je pense que, étant donné que ce n'est pas un jeu qui est dans les règles à 5000 boîtes, parce que c'est tellement niche que non, ça sera pas le Lucky Duck qui le localisera à la suite. Je me permets une petite question, et tu réponds comme tu veux évidemment, mais je me dois de te la poser. Est-ce que ton poste spécifique, toi, évolue aussi? Comment tu te projettes dans tout ça? Alors, forcément il évolue. Là une fois encore, je peux être à titre personnel clair, brand manager, en tout cas dans l'économie, dans la structure de Goliath, brand manager, ça veut dire je gère un certain nombre de références ou un certain nombre de marques. Oui, nous on te voyait présenter plein de jeux. Voilà, c'est ça, exactement. Donc quand le catalogue se faisait autour de 10 à 12 jeux localisés, 4 à 5 extensions, si ce n'est plus, et puis 2 ou 3 jeux d'un studio en interne, ça fait facilement un peu plus d'une vingtaine de jeux dans l'année. Pour Goliath France, avoir un brand manager qui gère un peu ce package-là, ça s'entend. Avoir maintenant un brand manager qui va avoir 4 à 6 jeux d'un studio en interne, plus 2, 3 ou 4 localisations, c'est pas la même. Bien sûr. Oui, effectivement, bien sûr qu'il y a un remaniement, il y a rediscussion, il y a mise en danger. Je suis pas en train de dire, excusez de la comparaison, je risque pas de sauter sur une mine d'un champ de bataille, tu vois. Sûr, donc je vais prendre du recul, mais oui, effectivement, mon poste à moi, il est en restructuration, et ça peut vouloir dire, si la façon dont on le restructure ne convient pas à l'une des deux parties, donc moi ou mon employeur, ça peut vouloir dire voilà, ok, on se serre la main et puis merci, au revoir, quoi. C'est tout à fait possible. Voilà, pour ce chapitre qu'on a évoqué sur l'évolution de Lucky Duck Games, et ta place aussi dans ce projet-là, c'est que c'est des choses dont il faut parler, c'est toujours avec des pincettes, parce que forcément on sent que on peut pas tout dire non plus. Il y a des données beaucoup qui de sont transparence, contractuelles. parce que tout le monde a compris. Mais quand même, les choses sont des données contractuelles et puis aussi des incertitudes sur l'avenir. C'est ça. Il y a de la négociation, donc on sait jamais comment ça évolue. Mais non, moi de ce côté-là, je trouve que ça fait partie des éléments. Certes, on peut toujours dire oui, mais il y a le risque de trop en dire. Peu importe. Je crois que je préfère, moi, pouvoir dire... Parce que là, en fait, je veux pas te tendre des pièges du tout. Je te pose des questions parce que les questions, moi, je suis comme quelqu'un qui regarde l'émission. À un moment, je me pose des questions aussi. Donc, je pense que c'est normal aussi de les relayer et puis de te les transmettre. Mais derrière ça, là, tu es en poste et tu viens nous présenter des jeux. Donc, tu fais une fonction aussi qui est importante et qui est utile pour ceux qui regardent l'émission. C'est ce qu'on va faire là maintenant. On va parler des jeux qui arrivent chez Lucky Duck Games, et on continuera à évoquer évidemment et puis à lire vos questions. Je le reprécise, ça ne veut pas forcément dire que, une fois encore, je ne sais pas quel est l'avenir. Est-ce que si jamais les négociations n'aboutissent pas et que derrière, je me retrouve à nouveau sur le marché du travail,
bah, ça sera peut-être pas dans le monde. Enfin, tu vois, je Oui, ne, bien je sûr, ne oui. prédis rien de ce que l'avenir sera. Alors peut-être que oui, peut-être que pendant 2 mois, je vais me dire, bah non, mais vas-y Guillaume, profites-en, travaille tes prototypes et ose les montrer. Ou peut-être que je dirais, oh non, allez, c'est bien, fais un peu autre chose. Enfin, une fois encore, je ne prédis rien et je ne suis absolument pas en train d'annoncer quoi que ce soit. Non, bien sûr. Et puis, La je pense discussion, que c'est pas le lieu, c'est pas le moment bah non, surtout de le voilà, faire. bien sûr, bien sûr. Si Guillaume reste chez le Kid Game, nous dit Waruma, c'est une bonne restructuration. Si Guillaume doit s'en aller, c'est une mauvaise restructuration. Alors c'est rigolo. Je lis ce commentaire parce que c'est un compliment. C'est rigolo parce qu'à l'inverse, j'ai eu sur les réseaux, mais autant en rire une fois encore, on n'est pas en train de soigner des gens ou de tenter de trouver la solution au cancer ou à la fin dans le monde, voilà, donc un peu de légèreté. Mais je lisais quelqu'un qui me disait bon alors Guillaume, t'étais là pour la fin de Trick Track, là visiblement t'es un peu là quand même pour la fin de Lucky Duck, t'as la poisse ou quoi? Non, c'est pas la fin de Lucky Duck Game, on peut pas dire ça comme ça. Non, parce c'est vrai, que c'est vrai aussi. Là pour le coup, c'est pas du tout le message qu'on vous passe ce matin. Non. On vous parle et on vous explique les changements, la restructuration logique qui existe de toute façon, quoi qu'il arrive. Quand il y a une revente, il y a toujours une restructuration et on l'a vu partout. Guillaume le chat noir, mais arrêtez, c'est moi qui essaye de sauver les meubles là. Et puis regarde, non mais c'est excellent, Mister Solo Board Game, il a le t-shirt, c'est un signe, mais c'est typique, merci Mister Solo, parce qu'il y a le trait d'humour, mais au-delà du trait d'humour, c'est exactement ce que j'observe, ce que j'ai observé au moment de Trick Track, bref, peu importe, mais moi le premier, on me donne un événement A, on me donne un événement B dans ma nature humaine, à partir du moment où il y a quelque chose en commun, donc il y a par exemple un individu, où c'est dans le monde du jeu, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Et puis, tant qu'on me l'a pas expliqué, je le fais. Et donc, c'est rigolo comme tout. Guillaume est venu à la dernière Lucky Duck. Non, parce que ça sera pas la dernière, mais avec un t-shirt, un monde de jeu, ça veut dire que... Mais non. C'est rigolo comme des fois l'esprit humain a besoin de se créer du sens. Quoi. Mais tu travaillerais déjà avec nous, alors rien à voir avec Lucky Duck Game pour le coup là, mais avant Lucky Duck Game, la question s'était déjà posée de travailler ensemble. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle tous les deux, de se dire oh là là, j'aimerais bien travailler avec toi, ça serait super. On l'a déjà évoqué plein de fois, mais la vraie problématique, c'est une problématique de distance. Oui. T'habites pas juste à côté. Non. Et pas question de déménagement ou de quoi que ce soit. Donc c'était la vraie problématique. Je parle d'avant Lucky Duck Game, je le répète, au moment de la fin de Trick Track, quand ce genre de questions se sont posées, ou dans l'autre sens, au moment de Trick Track, quand moi je me posais la question de savoir si je pouvais venir, ces problématiques-là sont de distance, et puis ni toi ni moi n'avons envie de déménager. Par contre, ce qui est génial de pouvoir en discuter avec Martin, avec Aline et tout, c'est que justement, ça évoque aussi toute la façon dont on voit le média. Un média ludique, la culture, le jeu de société autour et cette façon de l'analyser et d'avoir envie de le raconter. Un divertissement, oui, mais un divertissement, ce n'est pas obligatoirement débile. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut amener... Enfin, voilà, toutes ces discussions-là, c'est passionnant aussi. Et c'est ce qui fait qu'on en discute pendant 20 minutes alors qu'on devrait... Parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir, ouais. Alors, on parle des jeux qui arrivent. On en a 3 à vous présenter. Donc il devait y en avoir un 4e, il n'est pas encore arrivé, s'il arrive par la poste. Celui qui est plus en dessous, je pense peut-être pas celui qui est plus en dessous, déjà sorti. Prenons-le dans l'ordre. Il vient de sortir. Quel manque de professionnalisme. Il vient de sortir et il est même d'ores et déjà, j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux, considéré, et tant mieux de pouvoir en parler autrement et de pouvoir jouer derrière avec l'équipe d'un monde de jeu. Oh la vache, on va y jouer juste mais après. c'est coopératif et il est difficile. Ouais. Et bien en fait, vous allez voir que peut-être pas tant que ça. Je vous montre la couverture. Tembo, Survivre dans la savane, c'est un peu une trilogie, non? C'est pas le 3e illustré par Vincent Dutray. On a tendance à se dire que c'est une trilogie, mais c'est pas les mêmes auteurs. Mais en tout cas, Daniel Skölds Pedersen, qui est un auteur qu'on connaît bien. Dan Alstad, Granrud. Vous connaissez ces noms parce que ce sont les auteurs de Hit, si je me trompe pas, avec Matslo en flux qui n'est pas sur Hit. On les retrouve ensemble. Hit, il y a aussi Vincent Dutray, donc waouh, la fine équipe. Mais on les a vus également sur des précédents jeux publiés par le Kid Game Outan. Outan, tout à fait. C'était les mêmes auteurs sur Outan. Outan, c'était alors pas tous les mêmes auteurs, mais il y a une partie des auteurs qu'on retrouve sur Outan, illustrés par Vincent Dutray également. Et dans cette
dans cette trilogie. Le premier n'existait pas chez Lucky Duck, c'était, si je ne dis pas de bêtises, Aquatica ou quelque chose, c'était marin, le thème était marin, la jungle et puis la savane. Attention, rien à voir. Là, effectivement, merci Mister Solo Board Game pour le love autour de ce thème beau. On est sur un coopératif avec alors c'est là où... Aqua, merci. C'est là où j'ai un message à faire passer, c'est que en fait, pour un jeu coopératif, on est obligé de changer sa façon, et ça me fait rire de dire ça, puisque j'étais chez Philosophia quand Pandémique est arrivé, et qu'il a marqué les esprits dans les jeux coopératifs, et bien justement, il a une façon d'être joué, et une dynamique qui nous demande de twister notre analyse de jeux coopératifs. Parce que si on le fait à la classique, le jeu nous paraît très dur, alors qu'on démarre avec un niveau vraiment apprentissage, et ils ont envie encore 3 niveaux, et tu fais, mais on n'ira jamais à ce niveau-là. Et en fait, il y a autre chose, c'est pour ça que les conseils des ça auteurs... qu'on veut, hein, parce que des fois, tu sors un coopératif, il vaut mieux perdre la première, parce que ça montre qu'il y a du challenge, sinon tu n'as pas envie d'y revenir. Et le jeu est tellement identique à ce qu'on a déjà fait plein de fois, qu'on a déjà l'expérience de savoir comment faire. Quand on lance un nouveau coopératif, on a envie d'être surpris et de ne pas savoir ce qu'il faut faire exactement. Voilà, donc c'est sorti, et ça sera dans quelques temps sur la chaîne d'un monde de jeux. Exactement, parce que là on va le filmer, on va essayer de le monter vite, puisqu'il est déjà disponible en boutique. Ça c'est toujours une question, c'est combien de temps dure la communication sur un jeu? Est-ce qu'il y a moyen vraiment de sortir une vidéo quelques semaines après la sortie du jeu? Très bonne question. Parce que nous on a toujours un petit peu d'inertie quand même, il faut réussir à les monter, ces vidéos, puisqu'on a fait le choix du montage. Tembo il est déjà sorti, donc on va voir comment se débrouille. On va voir comment ça marche. Arrivera normalement un petit peu après, à ce moment-là je vais le faire dans l'ordre. Lequel sortira en premier? Bon, allez, je vais sortir celui-là. Et là, on est sur un petit jeu solo. Dragons of Etchinstone, donc dans la lignée des Palm Island, ceux que l'on peut presque jouer qu'on a la main, les cartes là qu'on tient dans la main et on joue ça tient dans la main et ça tient dans la main. C'est aussi coopératif d'une certaine manière. Tout à fait. C'est pour ça que... Est-ce que les jeux solo sont coopératifs? Ça, c'est une vraie question. En tout cas, moi, j'ai toujours considéré qu'on pouvait y jouer facilement à deux en discutant. Alors, c'est du Chip Theory Games, donc ça veut dire que toutes les cartes C'est marrant, ça, Chip Theory Games qui font des jeux sans chips. Voilà, moi, je trouve qu'il y a une anomalie. Il y a quelque chose. Tu vois, ils changent leur ligne. Voilà, donc jeu solo, on joue une équipe de mages qui va traverser 4 régions. 4 régions qui sont donc 2 cartes recto-verso pour affronter des dragons, Dragon of Etchinstone, 2 dragons recto-verso. Et il va falloir, avec ces cartes-là, faire en sorte de réussir les épreuves pour les faire passer niveau 3, niveau 4, ou encaisser des dégâts et redescendre, etc., pour affronter le boss final. Donc c'est du pur jeu solo. Par rapport à Palm Island, que j'avais vraiment beaucoup aimé, on a un niveau un petit peu supérieur en termes de réflexion, au sens où il y a beaucoup de chiffres. Il y a au moins 2 ou 3 éléments à bien prendre en compte et regarder à 2 ou 3 endroits différents. Donc c'est pas aussi immédiat, c'est pour ça que je dirais on est presque sûr de l'initier plus sur ce qu'il y a à prendre en compte pour pouvoir avancer dans l'aventure. Voilà pour ce Dragon. On va plus vite sur les jeux que sur les discussions, mais c'est normal aussi. Et surtout, on va y passer du temps parce qu'on va y jouer ensemble. Tout à fait. Donc vous aurez les vidéos complètes. Je ne vous fais pas voter ce matin parce que comme avec mes problèmes techniques de Chrome et tout ça, je ne pourrais pas vous montrer les résultats. Donc on ne le fait pas, on verra si on le met en replay. Et puis le dernier, je vous l'avoue d'emblée, je l'avais déjà dit auparavant, et même des fois sur des jeux qui finalement ne fonctionnent pas autant que ce que je pourrais le dire. Donc ça veut dire que quand je le dis de façon complètement perso, c'est Ross. Il manquait la fin de ta phrase, je pense. Coup de cœur. Voilà, coup de cœur, c'est ça, la fin de ta phrre. Moi, je vous l'avoue d'emblée, quel aveu incroyable. Et j'ai été très surpris de ce jeu-là, parce que il y a le fait de pouvoir y jouer contre un méchant, donc on peut jouer en coopératif contre le jeu. On peut le jouer en course au point de victoire, donc en pur compétitif. On va le faire comment en vidéo plutôt compétitif. Compétitif. Qui est quand même celui un petit peu... Ça me va, moi. Un solo, un coopératif, un compétitif. C'est ça. Je trouve que... Et alors, avec une édition qui ne laissera pas insensible, parce qu'effectivement, on peut considérer que c'est fluo. C'est marrant, on dirait... Alors, c'est Chip Theory Game également, sur celui-ci. Chip Theory Game. Quand on voit le matos, alors on reconnaît, Chip Theory Game, ils adorent les plématiques, tout ça. Ça me fait penser à Radlands. Je sais pas, dans les couleurs, dans je sais pas quoi, mais c'est pas du tout le même éditeur. Non.
Radland, c'est Roxley. C'est Roxley, mais Roxley a effectivement influencé, je pense. Là, c'est Mani Tremblay, et on est sur un jeu avec des dés en course au point de victoire, des fractions asymétriques. C'est Dice Throne, exactement. Qui est une localisation de Lucky Duck. Je me permets de poser la question. Tu sais l'avenir de Dice Throne, vous suivez? Alors, Dice Throne, pour l'instant, on est en discussion, là, cette fois aussi, avec notre distributeur, avec Neoludis, pour voir comment, là, sur l'année, on continue et les championnats et la suite ça marche des bien, sorties. Dice Throne, mais ça fait partie des jeux qui fonctionnent très très bien et surtout sur lesquels il y a un engouement communautaire. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs et des joueuses qui se sont constitués en termes de Discord, d'organisation de tournois amicaux, etc. Oui, et donc, je ne doute pas que votre distributeur veuille continuer Dice Throne, mais est-ce que Lucky Duck Games veut le continuer? Ben voilà, et donc toutes les questions sont là. Parce que par exemple, alors on y revient. Ross, wow. Le jeu me surprend et tout. La rapidité, c'est du draft de dés d'action et de l'affrontement. Donc ça se joue en 1 heure, quand on connaît les règles, 1 heure, et bam, on s'est fait une bonne course au point de victoire, Ross. Juste pour revenir à ce que tu disais, 4 personnages qui sortent en financement participatif par l'équipe de Dice Throne, plus 2 personnages qu'ils réservent au réseau de distribution classique, les ludicaires et tout. 6 personnages par an. Bon, 6 x 5, 30 000. Ça veut dire que du coup, tu dis, ok, d'après les nouvelles règles, sur l'année, on a 30 000 de 6 références à placer. On y va les gars? On y va ou on y va pas? On y va les filles? Sur les extensions, en fait, c'est chaud. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça engendre automatiquement des questions. C'est 30 000 exemplaires à vendre sur cette licence pour correspondre aux règles actuelles de Lucky Duck Games. Donc, c'est toute une question, effectivement, de positionnement dans le jeu, qui nous dépasse nous un petit peu. Sur un an ou sur 2 ans, est-ce qu'on en discute? Est-ce que oui? À quel niveau est-ce que ce qu'on appelle l'écoulement doit-il se faire? Parce que une fois encore, l'écoulement c'est bien rigolo de positionner. Tu fais un gros push, tu positionnes les boîtes dans les lieux de vente. Puis si les boîtes dans les lieux de vente, elles y restent, on te fait pas de recommande. Donc c'est toi qui finis par avoir un stock. Et les boutiques aussi finissent par avoir un... Enfin, tu vois, tout s'enchaîne. Donc non. Ross, en tout cas, waouh. Je peux pas aller voir Tanguy, Tanguy qui me dit je vous conseille d'aller voir la campagne Ulule de la BD Archive Cliché 51, elle fait un démarrage de folie. J'ai eu le réflexe, j'ouvre Chrome, on regarde ce que c'est, mais non, je peux pas. Mais non, pas aujourd'hui. Il marche pas aujourd'hui. Et pour répondre à Geeklet, ne t'inquiète pas, c'est normal que tu n'aies encore pas reçu le gain, puisqu'elle l'a gagné pour un concours et tout. Oui. Et effectivement, on n'a pas encore reçu les boîtes en français, donc du coup, on ne peut pas encore les envoyer. Forcément. Mais ça va viendre. Je réponds à Rachel, qui me dit Martin m'a volé mon montage, il est posé sur mon bureau, je l'ai complété juste. J'ai remis ce qui manquait dedans, j'ai oublié de le ramener de l'autre côté, mais il est là, il est prêt. J'adore. J'aime ces petits moments. Mais pardon, j'ai oublié de le ramener, de le reposer sur le bureau de Rachel. Je suis tellement étourdi. Bon, voilà, ces jeux-là vont arriver, vous les avez vus. Nous, on va tourner dessus, on va communiquer autour, on va vous les présenter. Et on devrait recevoir Fugitif. Petit jeu à 2 que j'ai peut-être, moi, Fugitif dans une version... faut que je regarde au chalet si je ne l'ai pas quelque part, mais d'une vieille version. Ok. Oui, la première. La toute première. Donc ça a dû changer, je pense. Format, oui, un peu plus allongé. Ok. Elle vient chercher Rachel. Attendez. Fais de l'animation. Regarde si t'es capable encore, si t'as gardé... mais sans aucun problème. On va pouvoir vous dire que derrière les caméras, Dame Rachel vient d'apparaître, que vous ne la verrez peut-être pas directement comme ça tout de suite. Et puis, de mon côté, accueillir Martin qui s'en revient pour nous donner les infos de ce qui s'est passé hors écran. J'ai bien fait de mettre un pantalon. Je fais pas à chaque fois. Et là, je me dis, aujourd'hui, c'était malin. Ouais. Vendredi, c'était le 1er mai, clairement personne n'avait de pantalon pendant l'émission. Oui. C'est un monde de jeu, ça, c'est le vrai esprit d'un monde de jeu. C'est trop bien. J'aurais dû être là vendredi. Tiens, tu m'as toujours dit, Martin, il y a un truc que j'ai du mal à faire, c'est des choix. Quand je suis au restaurant, je préfère que quelqu'un d'autre choisisse pour moi le plat, quand il faut faire des décisions. Je me suis dit, on va tester les choix de Guillaume. Je compte sur vous d'ailleurs pour poser des questions à Guillaume, mais je te passe. Ça va être je te passe des... choisir, alors ça,
tu vas choisir. Je n'aime pas choisir. Tu vas nous dire. Choisir, c'est renoncer. J'ai mis les choix simples. Hein. J'aime ou j'aime pas. Tu vois, tout simplement, tu vas nous montrer j'aime pas. Ok, d'accord. Et si vraiment c'est plus compliqué que ça, Oui. tu as le droit d'utiliser la troisième plaquette, hein, celle-ci là. Ah. Celle-là. Alors attendez, c'est compliqué, il faut que je vous explique. Voilà, celle-là. Je l'aime beaucoup celle-là. J'ai le droit de l'utiliser combien de fois? Ah bah c'est des points négatifs. Hein, Ah bah non, 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 oui, ouais, d'accord, vraiment, ok. Et puis on va lui poser des questions. Vous pouvez lui poser des questions. Ah, si je vois c'est une trop bonne bien. question passer sur le chat, je l'utilise également. Alors, comme je suis gaucher, je vais essayer de me rappeler. Je vais mettre j'aime dans gauche et j'aime pas dans droite. Alors, première question qui est très très... Tiens, tout simplement, la fabrication en Chine, le fait que les jeux soient fabriqués en Chine, t'aimes pas? J'aime pas. Ah, c'est Ouais. direct. Ah, t'arrives à... Oui, mais l'avantage, c'est que, y ayant travaillé, j'ai travaillé en lien avec un fabricant, imprimeur, cartonnier et tout en France, j'ai pu approcher un petit peu ce domaine-là aussi. Les machines coûtent très cher. Il y a deux types, hein. Il y a de l'impression numérique ou de l'impression traditionnelle, entre guillemets, couleur que l'on met dans la machine, même si maintenant, je te promets, c'est passionnant. J'ai vu des stations de pilotage bien d'une voir ça, machine moi, ouais. à imprimante avec rotative, mais on est dans et encore je fais ce geste-là, on est dans un élément de fusée. Il y a un nombre d'écrans gigantesques, des boutons partout et tout. Tu as des petites trappes pour rentrer entre, on met les plaques, on les change. Enfin, c'est dingo. Donc, les éléments peuvent être énormes, avec des conséquences aussi énormes, parce que certaines, il va falloir les calibrer. Donc, ça veut dire que tu vas passer 500 fois le truc avant que ce soit correctement imprimé. Et les 500, c'est du poubelle directement. Donc, numérique, enfin bon, bref. Et de fait, pour l'instant, faire venir des machines qui coûtent très cher au niveau européen ou des machines qui viennent de Chine qui coûtent moins cher, mais sur lesquelles il n'y a pas forcément la formation et tout, il n'empêche que ça a un coût. Ça a un coût environnemental qui est réel. Et automatiquement, j'aimerais me dire, et l'usine est une première démarche, l'usine dont on parlait en début d'émission est une première démarche pour dire, mais non, qui est pas très impressionnante. Alors c'est très impressionnant en termes d'initiative et de complexité de mettre les choses sur place. On en a parlé mardi dernier, allez revoir l'émission qu'on a faite. On a une séquence dessus. C'est impressionnant en termes d'organisation, de nécessité de politique, de gens qui se mettent au service de cette idée-là, mais en termes de machines en elles-mêmes, c'est des très belles machines, on ne les a pas chez nous évidemment, mais tu te dis waouh, c'est si compliqué d'avoir des machines comme ça qui sont impressionnantes, mais ça occupe une petite place dans un hangar, quoi. Ouais. Et puis, alors en fait, c'est compliqué aussi dans justement, c'est ce que j'étais en train de dire, le niveau de compétence. C'est-à-dire que en maîtriser tous les aspects pour que ça ne déborde pas d'un millimètre, pour que l'automatisation fonctionne effectivement clairement bien et que la découpe se fasse et que derrière, hop, la machine elle prend, il y a un tout petit, c'est génial à voir, il y a un tout petit, les petites fléchettes plastiques, là, une petite ventouse qui vient chercher la boîte carton, elle le met, clac, ça replie dans un sens, ça replie dans l'autre, mais il faut que le contre-collage se soit bien passé. Il y a des tas de petits paramètres qu'il faut maîtriser. Mais par contre, bien sûr que j'aimerais, et pour des tas de raisons, y compris sur de la micro-impression. Oui, peut-être on y arrivera, peut-être que c'est dans encore 10 ans que ça va arriver d'avoir, mais la nécessité, la complexité de ces machines-là, elles sont très impressionnantes, parce qu'aujourd'hui on parle du tout numérique, on n'y est pas vraiment sur ces machines-là, on est sur il y a besoin de compétences et de capacités. C'est génial comme milieu, nous dit un ancien imprimeur, Rodrigue Games. Moi, je suis passionné notamment par l'impression sur papier. C'est toute l'impression, tout ce qu'on est capable de faire juste sur une feuille de papier, je trouve ça incroyable. On parle beaucoup d'impression 3D et tout ça, mais l'impression papier, je trouve ça aussi je trouve ça assez fou également. Les réseaux sociaux, la communication sur les réseaux sociaux, j'aime pas. Je vais être franc, mais c'est parce que je suis un vieux. J'aime pas. Ah, j'aime pas. Il faut nous expliquer. Alors en fait, je suis vieux et donc débordé. C'est-à-dire que la façon de faire alors attention, hein, quand je dis réseaux sociaux, c'est-à-dire l'ensemble, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Voilà, si je prends tout ça et que mon travail est de communiquer sur ces réseaux-là,
ça y est, je suis débordé, je suis dépassé, je suis trop vieux. Il y a une façon de Pas sûr que faire. ça soit trop vieux. Tu sais, attention, là, sur tout le début de l'émission, tu n'auras pas de commentaires négatifs, je pense pas. Parce que tu nous as présenté des choses avec beaucoup d'élégance et de réflexion, en pesant le pour et le contre. Là-dessus, attention, tu sais que c'est le sujet sur lequel tu peux te faire. En fait, c'est moi. C'est une fois encore, c'est en ce sens-là où j'ai un avis sur la question, sur ce que ça provoque. Je trouve que ça provoque encore plus de clivage. En tout cas, très facilement. Ce que ça génère. Ouais. Ça génère encore plus de clivage. C'est-à-dire que on te remonte, c'est du plus, c'est du bien, c'est comme t'aimes bien. Quelqu'un vient te foutre la pagaille. Tu fais, mais dégage, mon environnement, il était tellement sympa. Qu'est-ce que tu viens foutre la merde avec un avis différent, avec une façon différente, avec une façon de penser différente. Donc, il y a une espèce de clivage comme ça qui monte en épingle à cheveux, dont l'ambiance me déplaît sociologiquement au plus haut point. Mais je rappelle que c'est notre métier, même si toi là tu es chez un éditeur, ce qui fait que tu as une approche de ce métier un petit peu différente, tu l'utilises aussi ces réseaux sociaux et pour un monde de jeu, à chaque fois je tiens à peu près le même discours que toi, j'ai forcément des craintes, des inquiétudes et de la déception sur certains réseaux sociaux et même par rapport aux adolescents qui l'utilisent, des inquiétudes réelles. Et je pense que les initiatives, les réflexions d'interdire sont des questions qui... J'aime pas du tout les interdictions, mais quand même, malgré tout, je me demande s'il faut pas, d'une certaine manière, essayer de protéger nos plus jeunes autour de ça. Mais d'un autre côté, ce qu'on fait là tout de suite, oui, d'accord, c'est de la vidéo, mais on est aussi... notamment sur YouTube. YouTube est un réseau social aussi, indépendamment du fait que ce soit de la vidéo. C'est pour ça que je précisais, en essayant de prendre, et si c'est le cadre de mon travail, c'est-à-dire en disant, monsieur Guillaume, vous avez été embauché pour travailler sur la communication. Ok, écoutez, si vous le voulez, mais alors à ce moment-là, pas tout seul, parce qu'il y a des clés, il y a du temps, il y a des façons de faire, c'est-à-dire que le côté un petit peu TikTok, ou le côté un petit peu, en fait, j'utilise n'importe quel levier, et ça peut être le jeu de société, mais ce que je vends, entre guillemets je vends, c'est moi et mon image, et là c'est pareil, j'ai du mal. Moi qui me pose encore et encore des questions sur qu'est-ce que je fous là, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir ma bouche, etc., voir à côté de ça des personnes... une fois encore, c'est pas une critique, c'est moi qui me remets en question, qui, a priori... s'en moque complètement. Mais oui, bien sûr, c'est moi, et puis regardez-moi, et vous êtes tellement content de me suivre, et c'est trop... cette façon-là, j'y arrive pas, c'est tout, je n'y arrive pas. Mais toutes ces choses-là, on les connaît, et puis ces critiques-là, on les fait régulièrement, et vous les faites également, on est tous en train de critiquer les réseaux sociaux, j'aurais envie c'est pas à moi de répondre, c'était toi l'interviewé, mais quand même, moi, tu vois, j'aurais eu envie de répondre, moi, chouette, j'aime pas. C'est-à-dire, j'aime pas trop tel que c'est, mais du coup, chouette, ça nous permet de s'imaginer plein de choses à faire, parce que les outils des réseaux sociaux, le fait de pouvoir communiquer avec tout le monde, le fait de pouvoir s'inscrire et de se créer un groupe, en fait, j'aime bien ça. Je suis d'accord. Le fait que je n'aime pas trop ce que j'y vois, c'est plutôt un défi, c'est plutôt là, je vais être quelque perso, chose qui, moi, me motive. Me motive. Mais je comprends. Moi, ce qui est... Mais parce que je suis un craintif, alors, on va pas faire de la psychologie de comptoir, donc je vais essayer de le dire le plus simplement possible. Je n'ai jamais osé franchir le pas par peur de l'échec alors ça dépend de ce qu'on appelle un échec. Voilà, exactement. Moi, je crois qu'on peut pas échouer. Et c'est là où j'y réfléchis en me disant, oui, mais si j'échoue, si dans ce groupe on est 20, et que moi, dans ma tête, je me dis, Guillaume, on t'apprécie à partir du moment où on est 60. Oui, mais ça, c'est le fait d'être employé dans une entreprise. Parce que pour moi, ne pas réussir, ça n'est pas échouer. Échouer, c'est quelque chose qui est violent. Quand tu tentes un truc en disant, allez, je vais le tenter. Souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si je rate ? Pas grand-chose. Rien, en fait, j'ai tenté un truc, c'est pas à la hauteur, je tente un autre truc, c'est ça. La suite d'une non-réussite, c'est une autre tentative. C'est pas exactement. Un échec. Et c'est là où moi j'ai encore besoin d'évoluer, mais là pour le coup, on est sur l'être, la façon dont on est, dont on pense, dont on réagit, c'est voit non pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein en disant « Mais Guillaume, bien sûr que si, c'est exactement ce que tu dis, Martin. T'as essayé ça, t'as appris ça, t'as communiqué avec des gens. Tu voulais que ce soit 60, finalement on n'était que 20. Mais par contre, la communication avec les 20, c'était tellement cool, tellement agréable. T'as rencontré 20 personnes super chouettes. Prends là-dessus. Maintenant, essaye autrement. Enfin, tu vois, et cette façon-là d'agir, oui, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a à travailler, quoi. Ouais.
On sent l'homme politique qui se met en toi, Martin. Non, mais c'est pas du tout. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression que je joue avec les mots. Mais en fait, c'est vraiment ce que je considère sur un monde de jeu. Par exemple, on tente des trucs très régulièrement. Et chaque année, vous le voyez, vous regardez nos émissions, vous le savez, on va avoir des nouveaux formats qui vont tenir et puis parfois qui vont s'arrêter. Et en fait, quand ça s'arrête, on pourrait dire à chaque fois, c'est un échec, là, cette fin. Et en réalité, je préfère toujours arrêter avant qu'on soit à la phase de l'échec. C'est-à-dire qu'on n'y va pas jusqu'à l'échec. On n'arrive pas au moment où d'un seul coup, tu jettes tout, tu pleures et tu te dis c'est triste. À un moment, on se dit je crois dégoûté, que ça, et puis on l'a vu sur des formats qu'on a fait, le nombre de formats, les vidéos news, les actus ludiques, des formats qu'on adore, qu'on adorait et qu'on adore toujours, ils se sont pas arrêtés au moment où c'était fini parce qu'il y a un échec. Ils se sont arrêtés parce qu'on a tenté autre chose en disant je pense que là il faut tenter autre chose. C'est vrai. La fin n'est pas toujours l'échec. Il peut y avoir des fins qui sont juste des fins et ça nous fait plaisir. On remercie ce qu'on a fait et on est content d'enchaîner d'autres choses et on va continuer. Là, on est en train de faire le programme de l'année prochaine. Notre principe de base, c'est on arrête tout et on va reprendre des bonnes idées, mais on arrête toutes les formules actuelles pour faire des nouvelles formules. Et il y en a qui seront très identiques. En fait, vous allez peut-être pas voir la différence, mais pour nous, il y a des choses changent quoi qu'il arrive. On continue. Je vais choisir. C'était pas un échec. C'était pas un échec. En fait, je fais tout ce que je peux pour lui faire choisir la 3e plaquette et j'y arrive pas. Pour l'instant, t'as vu, j'ai joué. Hein. J'y arrive pas jusqu'à présent. Je vais te poser une question sur le marché actuel des jeux à thème fort, j'ai envie de dire. Tu sais, les Ameritrash, ce type de jeu-là en France. J'aime pas. Tu sais que c'est des jeux qui te parlent, toi, souvent. Hein. Alors, la question, elle est sur leur situation sur le marché actuel. Toi qui vas en boutique, qui regarde toute cette catégorie-là, qui t'a fait vibrer aussi, est-ce que là, aujourd'hui, ce marché-là, tu l'aimes pas? Ça y est, alors, attendez, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, faut expliquer. Non, mais en fait, c'est un marché... on a l'impression de beaucoup de choses. C'est un peu comme avec le jeu expert, me semble-t-il. Une fois encore, c'est ma façon de le voir. Hein. On a l'impression que c'est le bout du bout, la fin du fin, il n'y a plus d'éditeurs pour, machin, etc., que ça va s'arrêter parce qu'on ne fait que des petits jeux avec des chiffres et des couleurs à moins de 17 €, etc., etc. C'est pas vrai. Dans la réalité, concrètement, ce n'est pas vrai. Ce n'est peut-être pas au niveau que l'on souhaiterait, ce n'est peut-être pas avec tous les jeux localisés ou en français ou de la façon éditée que je l'aimerais, mais pourtant des jeux experts ou des Ameritrash qui demandent, comme à l'époque, 10 pages de FAQ avant de pouvoir commencer à jouer, mais qui racontent des histoires incroyables et il faut au moins faire 2 ou 3 parties avant de dire « ça y est, je maîtrise le truc, je vais lancer ma première vraie partie et tout et tout », il y en a encore. Il y en a encore. Alors certes, sur la quantité et où les réseaux de distribution et où on peut se poser la question de comment ça évolue, mais ça n'a pas disparu. Donc, c'est pas « j'aime pas » parce que ça n'a pas disparu. Ouais. Mais c'est pas non plus j'aime, parce qu'effectivement, il y a des données économiques. La façon dont le monde du jeu a évolué a attiré des acteurs économiques qui pèsent plus ou moins lourd et parfois qui pèsent lourd et qui, eux, investissent plus massivement sur des secteurs grand public. Et donc, forcément, on va aller chercher le plus petit, et non pas le plus grand, le plus petit dénominateur commun pour que ça touche un maximum de monde. Et de fait, ce ne sont pas ces jeux-là qui vont toucher un maximum de monde. Mais par contre, des passionnés, il y en aura toujours, et je suis persuadé que, comme dans la bande dessinée, des passionnés qui voudront essayer d'autres choses, d'autres manières, d'autres façons de faire. Je vais même te dire un truc, avant que Davy ne quitte la structure, on s'était même posé la question en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du P500 ?» Ah oui, de la précommande, en disant on fait pas un financement participatif parce qu'un financement participatif c'est devenu quelque chose, c'est devenu une vitrine, c'est devenu un moyen de communication. Nous c'est pas ce qu'on voudrait, on voudrait juste dire ce jeu peut exister si on en a au moins 500 qui disent ça nous intéresse, et puis derrière, alors maintenant ce n'est plus vrai puisque si en faut 5000, c'est pas parce qu'il y en a 500 et c'est pas la peine de mettre 5000, on n'ira jamais aux 5000. Mais GMT qui a toujours un petit peu continué, c'est exactement un autre modèle, c'est une autre temporalité. Une plus petite structure aussi, oui, avec tout à fait. Le fait de se posséder soi-même aussi, qui doit rentrer en compte pour ses acteurs. C'est le modèle GMT. Je ne sais pas combien ils sont chez GMT. Alors, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus, mais si on me dit qu'ils sont 5, j'y croirais pas. C'est Florian Fantasy Game qui essaie de lancer des modèles comme ça, alternatifs, qui tentent des trucs et qui me dit d'ailleurs, entre nous, quand on discute, il me dit écoute, je tente. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr de moi du tout, mais si je tente rien, il ne se passe rien de toute façon. Donc, il tente des trucs assez variés. Et c'est chouette parce que ça permet de créer
montrer. On va les suivre un petit peu là-dessus d'ailleurs. On vous sort cette semaine, on vous sort la vidéo de Papiria. Faut que je fasse gaffe parce que sur le montage qu'on est en train de faire, dans mon dossier, je l'ai appelé Paprika. Et du coup, c'est un problème, ça. C'est quand je fais des émissions, il y a toujours ce moment de pause. Fini. Attention, Martin, dis pas Paprika. Papiria, Martin. Voilà. C'est trop bien. Allez, une petite dernière pour la route. Tapiria. Nous dit-on sur le. Qu'est-ce que tu penses? Je pose des questions qui m'intéressent, pardon. L'état des sites d'information en ligne. Actuellement. Généraliste ou ludique? Ludique, évidemment. Ah oui, généraliste, je m'en fiche. C'est une vraie question. Ton plaisir, non pas l'État. Ton plaisir à les consulter, tout simplement. Les sites de génération en ligne, actuellement, j'aime pas. Ça concerne toi, évidemment, ton avis. Alors, c'est compliqué, il faut que j'explique. Ah, ça y est, on a réussi. Mais non, mais ça me perd, mais là, ça me perd. Oui, je le voulais, je le savais que tu as essayé de pouvoir donner des... Pénélope, elle aurait su, directement, c'est j'aime. De toute façon, c'est j'aime pas à chaque fois, Pénélope. Quoi qu'il se passe, elle a pas besoin de trois... J'aurais fait la séquence, une seule plaquette. Je lui ai redonné une seule plaquette. Tiens, tu vas choisir entre j'aime pas, et c'est compliqué. Je te donne que j'aime pas. Parce qu'il faut que je dissocie l'usage que j'en fais de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il en est? Je lis beaucoup moins, alors qu'avant, j'étais ultra consommateur. Oui. Je voulais lire les écrits, et je parle bien des écrits, donc on parle bien des sites d'information, quelque chose sur lequel il y avait de l'écrit. Je voulais lire tout ce que chacun avait à écrire pour pouvoir ensuite en rediscuter. Ah, j'aime bien cette approche. Ah tiens, cet argument, je l'avais jamais vu, etc., etc. Soit parce que je n'en ai plus le temps, je pense que c'est plutôt ça, et donc une fois encore, il n'y a pas de remise en question du modèle, mais il y a une remise en question de la façon dont ma vie s'organise, je le fais de moins en moins. Et pourtant, on pourrait dire, oui mais c'est normal Guillaume, tu regardes de plus en plus de vidéos. Eh ben non, j'en regarde même de moins en moins des vidéos. Je pense qu'il y a un effet d'entraînement, forcément. Quand on commence à moins s'intéresser, bizarrement, au bout d'un moment, on a cette phrase de « je crois que ça m'intéresse moins et que c'est moins bon ». Et c'est pas forcément que c'est moins bon, c'est aussi un rapport à soi-même. C'est exactement ça. Alors qu'à l'inverse, quand on fait ce qu'on est en train de faire, ou quand on se retrouve dans un festival avec 2 ou 3 personnes, Fred de Ludovox, etc., les discussions, par contre, sont les mêmes. L'intérêt, la façon dont... Mais comme là maintenant, la façon dont ça fait vibrer, c'est toujours là. Donc c'est juste bien une question de temps, voire de rapport au travail, entre guillemets, qui s'est instauré. Et la chose que je regrette, par contre, que je n'aime pas, c'est qu'effectivement, la place, mais j'espère que c'est un cycle, la place de l'écrit, d'où les réseaux sociaux tout à l'heure, me manque. C'est-à-dire qu'effectivement, 2-3 lignes pour avoir la news, parce qu'il y a beaucoup de news, et donc 2-3 lignes, parce que j'ai envie de me tenir au courant de tout, 2-3 lignes. Eh ben non, stop, mon cerveau n'arrive pas à aller au bout des choses. Donc, tant pis, je vais rater des trucs, je vais en lire moins, mais ça me permettra d'aller un peu plus loin que simplement du superficiel. Et c'est en tout cas pour l'instant là où j'en suis. Mais j'ai pas la réponse à tout ça parce que je partage évidemment ta vision des choses là-dessus. On a aussi ce constat de je lis moins. Et puis j'arrive pas à analyser complètement parce que nous on est parmi les acteurs ceux qui peuvent faire. On peut faire les choses. On n'a pas choisi d'aller vers l'écrit pour l'instant alors qu'on fait ce même constat. On choisit pas d'y aller parce que il y a pas de public. En fait, il y a aussi une cause et pas de financement. C'est pas une question de pas de public, c'est plutôt une question de pas de financement du tout parce que le public il y en a toujours, il n'est pas nombreux, mais à partir du moment où il existe, mais il ne finance rien. Donc il y a ces questions-là qui se posent derrière et puis malgré tout des fois je fais quand même des retours en arrière en me disant non. Il faut provoquer les choses. J'ai l'exemple de la bande dessinée où pendant 10 ans, je me suis d'un seul coup beaucoup moins intéressé à la bande dessinée et j'aurais pu avoir aussi et je l'ai eu peut-être, j'en sais rien, je pense pas, j'espère pas, ce regard de dire il n'y a plus rien d'intéressant. Tu sais, ce truc de... Mais en fait, j'y vais plus. Je vais plus en boutique, en librairie, je ne vais plus acheter de bande dessinée, je m'intéresse plus, je ne lis plus ce que les autres font, et de ce fait, j'ai l'impression que ça existe moins. D'ailleurs, je vais citer Pénélope là-dessus, parce que je l'adore, Pénélope. Vous savez qu'on est très souvent en désaccord sur des choses superficielles. Ça, c'était un des rares trucs sur lesquels je trouvais pas que c'était superficiel quand elle me disait la bande dessinée, il n'y a plus rien de bien. Et parce que
j'avais tendance à lui répondre, non mais attends, tu vas pas en boutique, tu lis pas, tu regardes pas. Et depuis 2 ans, on s'est dit, j'ai pas d'autre choix pour résoudre ça, il faut que je m'y réintéresse. Et pour m'y réintéresser, il faut que je partage. Pour moi, c'est ma réponse. Et ce partage-là, il se fait là où il y a des gens, là où il y a des échanges. L'écrit, il est vivant quand on a la possibilité d'avoir des commentaires et des intérêts. Et on sait très bien que sur les sites de vente en ligne, les sites de presse, d'information en ligne, la question des commentaires, elle est hyper problématique parce que ça a tellement changé, c'est tellement devenu agressif. Surtout les sites d'information, si vous y allez, vous voyez que les commentaires sont, dès que le sujet est un petit peu touchy, ils sont fermés. Ces espaces d'échange sont devenus problématiques parce qu'il n'y a plus la possibilité de discuter, même d'accepter les contradictions au niveau des avis, et ça devient tout de suite agressif, il y a tout de suite quelque chose de violent dès qu'on n'est pas d'accord, alors qu'auparavant c'était peut-être plus possible. Je ne me l'explique pas, je ne sais pas pourquoi, je pense que si tête en épingle. Je me l'explique un peu, mais pas complètement, je me l'explique un peu en me disant que c'est peut-être simplement le fait que Internet est vraiment universel, alors qu'il n'était peut-être pas au départ, et qu'on aimait bien... Tu sais, ce côté tribu qu'on reproche parfois, on le vivait au début d'Internet, d'une certaine manière, c'était un peu une tribu de geeks qui était là, et aujourd'hui c'est plus une petite tribu, il y a tous les partis politiques, il y a toutes les tendances, il y a toutes les émotions, et donc de l'affrontement qui est juste inhérent à la personnalité humaine. Peut-être c'est juste ça. Donc ces problématiques, elles existent aujourd'hui. Pour les bandes dessinées, le fait de, vous l'avez vu dans nos émissions, le fait d'en reparler, de s'y intéresser d'un seul coup, quand on s'est dit non, ben écoute, je laisse tomber mes a priori et juste je vais en racheter, je vous en parle, qu'est-ce qu'on s'enthousiasme, qu'est-ce qu'on passe des bons moments sur la chaîne à vous présenter des choses. Là, je m'en suis mis de côté, j'ai tellement hâte de vous les présenter, de vous faites ce plaisir-là. Les secteurs existent, mais nous refont vivre des moments qui sont des moments précieux. Tout passe par l'échange. Et la vidéo, elle permet ça parce que là, on est sur du temps long, des vidéos comme celle-ci. Et on est sur de l'échange parce que vos commentaires, là, la liste de commentaires qu'il y a eu pendant cette émission-là, elle correspond à combien de pages d'un forum de discussion. Ok, ça se perd, on va pas les garder, tous ces commentaires-là, mais quand même, malgré tout, vous êtes là, vous partagez, vous construisez vos avis, vous construisez votre culture aussi, on la construit ensemble. Et donc, on a perdu de l'écrit, une certaine forme d'écrit, mais on n'a pas tout perdu et les choses vont pouvoir continuer à exister malgré tout. J'ai vu passer le compteur des jeux là, sur le chat qui travaille sur de l'écrit aussi, on a envie de les citer, les envies de revenir à l'écrit avec des projets lancés comme ludographique ou étudiés comme jeux et stratégie. Ces projets-là existent, ces envies-là existent, ces personnes de notre génération peut-être aussi sont toujours là et ont toujours envie de revenir vers ça. La vraie question, c'est le public existe. Le public est pas, on vient de le dire, il n'est pas énorme, c'est un tout petit public. C'est vrai. Comment trouver le modèle économique pour ce petit public, mais qu'il soit petit ou grand, peu importe, c'est pas ça qui doit justifier de faire ou de ne pas faire. Exactement. D'autant que les échanges podcast ou Twitch, en tout cas du live, qui permet d'être dans une interaction, comme on le disait tout à l'heure, en disant on se retrouve sur un coin de salon et tout, et du coup il y a ces discussions, c'est passionnant et tout. J'aime aussi l'avantage de l'écrit, c'est-à-dire une tournure bien trouvée, une réflexion qui amène à faire « Ah mais attends, ça c'est quand même pas bête », quelque chose qui du coup nécessite ce temps. Alors que justement, on est dans une société qui quelque part nous ment un petit peu en disant « Oui mais j'ai plus le temps ». Mais oui, pourquoi est-ce que j'ai plus le temps ? Parce que finalement, j'ai peut-être acquis la nécessité, soi-disant nécessité, de plaintes superficielles. Eh bien, très bien, je peux peut-être enlever un certain nombre de choses et reprendre un petit peu le temps de trouver une bonne tournure, de trouver un bon argument autour d'un jeu. J'aime beaucoup. C'est en disant, mais attends, mais ça me faisait... C'était quel autre jeu ? Attends, celui-là, je vais y regarder. Oh, mais oui, c'est un petit peu ça. Et hop, tu l'écris. Et tout d'un coup, tu fais illuminer. Et tu pourrais pas forcément le faire dans une discussion parce que ça demande d'être vérifié. Ça demande au cerveau un petit peu le temps de revenir un petit peu, d'aller chercher dans ta ludothèque et tout. Donc l'écrit a aussi cette capacité de pouvoir prendre un recul et qui des fois amène une petite lueur dans celui qui le lit en disant « Ah ouais, mais c'est pas con ça ». Et ça, c'est génial aussi. Faire naître ça, c'est clair. Pour être entendu actuellement, nous dit Monsieur Fall, il faut faire du bruit. Pour faire du bruit, il faut gueuler. Et comme l'attention devient de plus en plus courte, on gueule de plus en plus vite sur un tas de trucs. On est d'accord avec ça. Mais nous aussi, il faut gueuler. Parce que là, tout de suite, on est 260 sur ce chat, sur ce live, à ce moment précis. Vous serez 1 millier. On connaît à peu près les chiffres. Sur une matinale, vous êtes 1 millier à vous succéder et à regarder des petits morceaux de cette matinale. Pour nous, c'est beaucoup. Pour nous, ça justifie tout.
Pour d'autres, tu vois, on aurait une structure derrière avec un patron. Le patron, c'est moi, donc ça va. Je trouve que c'est super. Ouais. Moi, j'estime que c'est super. Puis il y a du replay, on va faire quelques milliers de vues derrière. Pour moi, c'est beaucoup et ça justifie complètement tout ce qu'on fait là. Pour un journal papier, déjà, tu vas te poser la question si tu en tires 2-3 000 exemplaires. Je crois que ça suffit, hein, mais bon, quand même, il y a la question se pose de comment on finance tout ça. C'est la question du financement qui se pose. C'est pas la question de la justification. C'est justifié de passer de l'énergie pour. T'imagines quelqu'un qui fait un spectacle tous les jours, qui en théâtre, il a 2-3 000 personnes systématiquement là. C'est justifié ce qu'il fait. Bien sûr. C'est parfaitement justifié. C'est justifié ce qu'on fait. C'est justifié ce que vous faites quand vous lancez des magazines. Quand on fait pour un public tel que celui-ci, la justification ne se pose pas. La seule question qui se pose, c'est celle du financement. Et là, le financement, mais c'est là-dessus qu'il faut gueuler. Il nous faut des sous. Elle se pose si effectivement tu veux en faire ton activité principale. Si ton objectif, soit parce que, et j'en connais, tu as les moyens de passer 3 ou 4 heures par semaine ou 3 ou 4 heures par jour, parce qu'à côté de ça, tu as généré quelque chose dans ton travail et autres qui te permet d'en vivre. Et donc, du coup, il y a un côté passionné, même s'il n'est pas économiquement rémunérateur. Très bien, fais-toi plaisir et tout. À partir du moment où tu te dis, et c'est exactement la question qu'on me posait, oui, mais alors du coup, Guillaume, qu'est-ce que tu vas faire après ? Oui, bien sûr qu'il y a des choses que j'aimerais faire, parler, analyser et tout ça. Mais si je dois en faire mon activité principale... Tu vas trop loin, tu vas te dire la phrase, qu'est-ce que tu vas faire après ? Tu as dit que tu savais pas pour l'instant. Non, mais c'est un conditionnel. Mais effectivement, c'est de se dire, ah oui, mais si c'est mon activité principale, tu peux vraiment vivre ça, d'écrire des articles ou de faire des émissions ? La réponse est oui. Non mais vraiment, la réponse est oui, j'ai envie de le dire comme ça, parce que nous, on l'a entendu tout le temps. Ouais. Alors je sais pas, peut-être j'ai de la chance et je devrais pas dire ça. C'est ce truc de Macron qui est d'à côté de la rue et qui dit vous avez qu'à traverser la rue et du travail. Ouais, je suis Macron. Pardon. Non, mais je crois que la réponse est quand même oui, c'est-à-dire que à chaque fois on nous a dit c'est pas possible, vous pouvez pas faire un monde de jeu, vous pouvez pas être dedans, vous pouvez pas engager Sylvain, vous pouvez pas engager Rachel. Et la réponse est oui, si on peut en vrai, parce qu'à chaque fois on l'a fait, à chaque fois on arrive à le faire. Ouais. Donc c'est simplement que derrière il faut se retrousser les manches. Il faut pas faire comme si il n'y a pas de contrepartie, il y a des contreparties. Et d'ailleurs je remercie Rachel de les avoir toutes acceptées, les contreparties, parce que là tout de suite elle est en train de faire du montage, c'était pas le projet initial, hein, donc il y a quand même ça derrière. Hein. C'est que on fait un travail qui correspond aussi aux nécessités de se financer, bien sûr. Mais on le fait, je crois, avec le sourire et avec beaucoup de plaisir, parce que c'est chouette ce qu'on fait. Mais pouvez-vous engager Guillaume ? Et là, la question, elle revient en boucle. Hein. Les gens, ils ont envie que je t'engage. On a déjà répondu au début de l'émission. Bon, je vais enlever le t-shirt parce que ça donne une mauvaise impression. On va se retrouver comme sur le canapé. On va refaire cette réponse à la fin de l'émission. Il y a 3 problématiques. 1, l'argent. 2, la distance, tout simplement. Et puis 3, la question de savoir pourquoi faire. Quand même, le Jura, c'est beau. Hein. Ah, c'est très beau. Mais bon, c'était un peu loin, Guillaume. C'est ta dernière question ou je garde mes plaquettes ? Tu peux les poser, les plaquettes. D'accord, c'est bon. On va arrêter là parce que j'ai du mal avec le j'aime et puis pas. C'est moi qui réponds plus que toi, j'ai l'impression des fois. On se fait plaisir, on adore ça. Je sais que quand tu viens à chaque fois, on va pouvoir parler d'autres choses. Et puis, je sais que vous aimez bien ça aussi, qu'on discute et qu'on parle de questions qui nous plaisent. Ah, puis en l'échange, c'est passionnant. Avoir les réactions, pouvoir rebondir, faire dire « Ah, ben oui, tiens, ça m'avait pas fait penser, c'est vrai, t'as raison, etc. » Là, dans ce que dit Fall, ça me rappelle, et pourtant ça date, cette conférence qu'il y avait eu à Essen entre plusieurs éditeurs. Friedman Friese était là, Sophie Gravel, Eric Lang. D'ailleurs, je pense que c'est lors de cette conférence-là, à vérifier, attention, où Eric Lang a sorti OK Games or New Bad Games. Attention à ne pas sortir du contexte justement, mais ce qui a donné lieu à c'est quoi un OK Games, où il y avait déjà exactement par rapport aux jeux comment communiquer autour des jeux, et à vérifier, il me semble que c'était Friedman Friese, il disait oui, mais pour pouvoir parler des jeux, ça veut dire faire du bruit, et puisqu'il y a plus en plus d'éditeurs de jeux, d'auteurs et tout, donc du coup tout le monde parle du jeu, donc le niveau sonore augmente. Si tu veux un petit peu te démarquer, tu vas devoir parler plus fort. Le fait même de parler plus fort fait que les autres, comme dans n'importe quelle salle, mais moi aussi mon poisson il est bon, et hop, tu cries un petit peu plus fort. Et là du coup je rejoins aussi, mais je l'emprunte, donc c'est du Monsieur Fall, j'espère qu'il m'autorise, sa théorie de l'angle mort, entre guillemets, c'est aussi parfois de se dire, ok attends,
tout le monde fait comme ça. Il y a une partie dans laquelle ce n'est pas comme ça qui se fait. Est-ce que c'est pas comme ça que je pourrais faire pour différencier? Et donc du coup, très bien, l'analyser de cette façon-là en disant, ok, comment est-ce que l'écrit pourrait se faire une place à un endroit où on ne l'attend pas, ou d'une façon dont on ne l'attend pas, et voilà, et c'est comme ça que ça innove. J'essayerai. Il y a plein d'autres thèmes qu'on n'a pas abordés, je regarde dans les discussions. La phrase de Monsieur Fall, mauvais argument sur l'argument en France, c'est compliqué avec toutes les taxes et les charges. Et Fall répond, mauvais argument, je déteste cet argument. Moi, les taxes et les charges ne me posent pas de problème. Ce qui me pose problème, moi, c'est l'administratif. Le fait de remplir tous les documents pour payer les taxes et les charges. Payer les taxes et les charges, je m'en fiche. Mais si je pouvais gagner ce temps d'administratif, là, j'aurais plus de problème dans la vie. Nous, on en paye trop par flemme de remplir des trucs et des machins. Des fois, on paye trop de taxes. C'est plutôt l'inverse. Si on pourrait payer moins. Et puis, bien sûr, oui, l'intelligence artificielle. Alors là, on a la pas question de fini. l'IA, je l'ai vu passer 2-3 fois. On n'a sur pas fini d'en parler. les articles, j'ai vu un truc comme quoi c'est pénible tout ce qu'on trouve avec écrit par de l'intelligence artificielle. Puis là, une autre personne qui nous dit on peut faire des articles en utilisant l'IA et à partir des podcasts. C'est tout un débat. Ah oui, il y a là pour c'est le tout coup, un débat. Je pense ouais. que sur l'écrit, franchement, l'IA est un outil pour plein de trucs. Sur l'écrit, je vois pas trop ce que ça peut permettre d'ordonner sa pensée, si vous voulez. Mais par contre, on a envie d'avoir des échanges et de discuter avec des gens qui partagent et qui parfois disent des bêtises. Ce qu'on fait ce matin, je sais pas combien de bêtises on a dit sur la matinée, mais il y en a un bon paquet quand même. C'est ce plaisir. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on en a rigolé? Bah ouais. Et alors la rugosité des choses, le fait d'utiliser des pensées qui ne sont pas complètement maîtrisées, c'est passionnant également. Ouais. On passe à la minute culturelle. On va essayer de montrer ce dont tu vas nous parler, mais sans utiliser Chrome. Donc du coup, je vais essayer de passer par Firefox. On va voir si ça marche. Bon, ça va pas durer. Je reviens c'était une vraie chance parce que tout le monde ne peut pas. Enfin, je sais pas comment le dire parce que je veux pas non plus dans un monde qui devient un petit peu compliqué par rapport à ça, par rapport aux ressources et tout. Malgré tout. Nous sommes allés avec un groupe de jeunes passer une semaine à Rome et la petite minute culturelle que j'avais envie de vous partager parce que moi qui aime le jeu de rôle, moi qui aime me raconter des histoires, moi qui aime essayer de visualiser comment ça pouvait être, pourquoi, comment ici, bref, on a passé 4-5 heures dans Ostia Antica et j'ai pris une maxi claque. Ostia Antica, c'est plusieurs hectares d'une ville qui était à l'embouchure du Tibre, qui permettait du coup de ramener, d'emmener les troupes pour embarquer, soit de pouvoir ramener la marchandise du côté de Rome, plusieurs dizaines de milliers d'habitants, une ville qui a été abandonnée un peu à ciel ouvert comme ça, tant que l'archéologie n'était pas encore née, et qui du coup, depuis maintenant, il y a encore un petit peu de fouilles, mais c'est quand même visible, c'est à ciel ouvert, il y a encore... Enfin, c'est dingo, c'est génial, il y a le plan. Je sais pas où aller pour montrer des choses en fait. Là, je t'avoue que... Sur les trucs culturels, tu vois, on peut trouver un site spécialisé dans ce domaine-là. Ouais, je sais pas, peut-être Images, ouais. Mais il faut se dire qu'on se balade sur les pavés de l'époque, on voit encore les mosaïques dans les termes, il y a encore les mosaïques du 1er, 2e siècle. Et c'était là, et on voit encore les égouts à certains endroits, la façon dont le système d'eau était fait. Il y a le théâtre qui est sur la place et juste en face, il y a l'ensemble des docks qui étaient répartis. On voit encore c'est excellent. Il y a encore, parce que les gens ne savaient pas forcément lire, il y avait sur le sol le dessin avec le bateau et une petite illustration. Alors je dis n'importe quoi parce que c'est pas ça, mais d'éléphants parce que c'est ici que tu vas trouver les choses qui venaient d'Afrique, machin. Enfin, j'avais l'impression de vivre à l'époque, enfin en tout cas je pouvais me projeter et me balader, le temple de Si, la petite échoppe, il y a des échoppes où il y a encore l'étal sur lequel ils pouvaient poser leurs marchandises, les nécropoles à l'entrée avant de passer la Porta Romana parce qu'il fallait pas que les corps soient enterrés dans la ville. Donc, waouh, mais et tout ça
à ciel ouvert et dans lequel tu te balades. Et il y a même, alors il y a des endroits où tu peux pas aller, mais il y a des endroits, il y a de l'herbe qui pousse parce qu'on peut pas l'entretenir non plus de façon, voilà. Mais et il y a des endroits, si t'as le droit, ben tu rentres, il y a une petite porte, tu vas au bout, tiens il y a une petite place, puis tu découvres un petit truc. Il y a pas forcément un petit panneau explicatif pour tout, mais t'essayes de dire tiens là il y avait un petit bassin, là il y a un petit truc. Il y a la salle de banquet, de la guilde qui était la plus puissante à Ostia, qui était la guilde des armateurs, des constructeurs de bateaux. Forcément, c'est un port et tout. Et donc, du coup, un super lieu avec de l'eau, et puis plus loin, la salle de banquet. Enfin, tu visites ça. Mais je me dis, mais laissez-moi me déguiser en romain, me costumer en romain, et avec 25-30 potesses, on va vivre un petit peu. Enfin, mais moi, ça m'a transporté. C'était waouh, à vivre comme ça. Et t'as croisé Patrice Pilet dans l'avion? Alors, parce qu'il nous dit ça. C'est excellent. Coucou Patrice et des bisous de fou à Patrice. On descend, on arrive à l'aéroport. Samedi 22h30, t'as les gamins fin excités, fin fatigués et tout, t'essaies un peu de les tenir, tu vas récupérer tes bagages. Et là, quelqu'un s'approche. Notre Patrice Pilet international. Patrice, gros, ça faisait des années que je l'avais pas revu, discussion et tout. Et en fait, nous, on y était un petit peu avant, mais lui, depuis lundi, il était aussi à Rome. Et c'est génial parce que du coup, on a pu à la fois se redonner des nouvelles d'amis à amis, à la fois se dire alors qu'est-ce que t'as vu à Rome et tout, etc. Mais effectivement, et en plus, le monde du jeu étant petit, j'ai croisé Patrice de Totem à Enghien-les-Bains au retour de Rome. Mais non, ouais, Là, tu me fais rêver. Moi, j'ai envie c'est dingo. J'ai envie des voyages pas trop lointains, tu sais, parce que je suis pas un voyageur. Hein, j'ai très peu voyagé, mais les retraites, ce type de voyage culturel aussi, ça me tente bien. Et je connais pas, tu vois, je connais pas du tout. Et vraiment, t'as plusieurs hectares, donc tu te balades à l'endroit, tu vois les petites ruelles, tu vois comment ça a été organisé, les grandes avenues qui permettaient ensuite, boum, le quartier des entrepôts, boum, le port, boum, les habitations, boum, les temples, l'administratif, et il y a des trucs qui sont encore très très hauts. Enfin, c'est aménagé, tu peux regarder, tu peux prendre de la hauteur, et en plus, derrière, tu t'imagines encore en te disant... Ça avait été marbré, c'est-à-dire que là tu vois les briques et derrière il y a les accroches, les agrafes qui permettaient ensuite de plaquer avec le marbre dessus, ou alors avec les dessins. C'est plus des dessins, c'est des comment on appelle ça, bref, peu importe. Il y a encore quelques éléments un peu de couleur et tout, et tu fais mais comment ça devait être incroyable. Comment ça devait être magnifique, beau, sans dire que nous, ça ne l'est plus. Mais ça, c'est d'une époque passée. C'est d'une époque. C'est pour ça que j'utilise le terme de retraite, parce que la culture est une retraite aussi. Quand on s'immerge dans la culture d'une époque passée, il y a aussi une part d'introspection et d'ouverture sur soi-même aussi également. Et ça, je le fais pas beaucoup. Je le fais par les livres, je le fais par la culture qu'on garde chez soi, mais je le fais pas beaucoup par le voyage. Je le regrette. C'est une bonne minute culturelle. Ah oui. Ouais, je te mets ça fait vivre. Un 4 sur 10, tu vois. C'est rare que je monte aussi haut. C'est la fin de cette émission, Guillaume. Hein. On a pris du temps ensemble, on a parlé de beaucoup de choses. J'espère qu'on a égayé votre matinée et qu'on vous a fait plaisir aussi, parce que nous, on se fait plaisir, même dans les interrogations. Je pense que vous le ressentez, de manière générale, le plaisir qu'on a à échanger et à discuter ensemble, c'est toujours... Et avec vous. Ouais, et avec vous. Et vous étiez très bavards sur le chat, donc je vous en remercie également, et très nombreux pour ce lundi matin. Demain, on se retrouve, on fera des sorties, on regardera les sorties jeux de société, peut-être qu'on parlera un peu d'autres choses également en fonction du nombre de sorties. Est-ce que tu fais un live, Marmikwan, ce matin? Est-ce que je fais un raid vers chez toi ou pas ce matin non plus? Je vois Marmikwan qui nous dit merci pour cette matinale, pour savoir si je fais un raid. Parce que j'essaye de le faire en ce moment, parce que j'oublie régulièrement de faire des raids. Moi, je suis l'étourdi de service. Merci pour vos merci. Parce que je le disais par rapport à tout à l'heure, le fait de se sentir des fois un petit peu, comment on dit, c'est le syndrome de... l'imposteur. Le fait de dire, on a pris plaisir et en plus c'est partagé avec vous de l'autre côté, moi, automatiquement, ça fait, ça va, ce n'est pas que égoïste, entre guillemets, c'est partagé et donc cool. Mais nous-mêmes, on a souvent des doutes dans nos propres émissions, dans nos contenus, on a parfois des doutes sur est-ce que ça vaut le coup, de ce qu'on fait, et à chaque fois la réponse est la même. On a un live, viens sur le live et tu verras que c'est chouette, et en fait dès que la lumière est allumée et que la caméra fonctionne, on se rend compte qu'on comprend ce qu'on fait. Et may the human force be with you, effectivement, may the force.
C'est aujourd'hui. Allez, c'est la fin. May the Force. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est une fête importante pour les gens qui sont fanatiques. Mais pas de jugement. Ah si, un peu quand même. Ok, je vais sortir mon sabre là. Bonne journée à tous et à bientôt.